épreuve. Éric, quelle est la mission d'Alliance et Fécondité? Alors nous avons pour mission d'aider les couples à prendre leur première décision en fait. Ça s'adresse plus à des couples qui sont en début de leur réflexion, qui viennent d'apprendre qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants ou qu'ils ont une grande chance de ne pas en avoir, plutôt que des couples qui ont déjà eu quelques années de vie. Et on essaye d'éclairer leurs raisons, de les aider à de avancer, trouver des chemins de discernement. Voilà. Et on leur donne des pistes de réflexion. Catherine Bergeret-Amsalek, une réaction sur ce reportage, ce témoignage de Véronique? Justement, cette femme est encore très sensibilisée. Et des années après. Des années après, parce que c'est une blessure pour un couple, et notamment pour une femme qui est censée porter un bébé en elle. C'est une énorme blessure, c'est une blessure existentielle. Alors, justement, quand un médecin reçoit un couple, et notamment une femme, et que pour l'instant cette femme est infertile, je trouve qu'il n'a pas le droit de lui dire « Madame, vous n'aurez jamais d'enfant ». Parce que quand un diagnostic tombe comme ça, c'est comme un coup près, c'est source de culpabilité, de honte d'être, ça réveille des choses de fond. Dans le reportage, là, c'était violent. Et on ne peut jamais dire jamais. Parce qu'un bébé, en fait, même avec les techniques actuelles les plus pointues et auxquelles on peut être réfractaire, un bébé se fait toujours quand il veut. Et c'est pas un enfant si je veux, quand je veux, c'est ça qui est assez mystérieux. C'est vraiment un bébé quand il veut, s'il veut. Je vous dis ça par rapport à mon expérience d'accompagnement des femmes. Oui. Donc c'est bon. Donc on n'a pas le droit. Moi, ça me choque beaucoup qu'on lui ait dit ça, ce qui lui a évidemment fermé des portes psychiques et peut-être de l'énergie. C'est pas humain quand même. Ça me choque. Oui, on entendait effectivement la façon dont Véronique l'avait appris par le médecin. C'était brutal. Elle s'est arrêtée de travailler pour ça. Oui. Pour pouvoir bien réflire, mon épouse s'est dit mais pourquoi continuer à travailler, à quoi, où est ma vie de femme, il a fallu qu'elle s'arrête de travailler. Elle a pris des études de théologie exprès pour réfléchir là-dessus. Il faut se poser des bonnes questions au moins. Éric, on l'entendait, votre femme a souffert dans son corps, elle a parlé de ses entrailles, de tout ça. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu cette épreuve de l'absence d'enfant? Pour un mari, c'est toujours très dur de voir souffrir son épouse. C'est surtout le fait de la voir souffrir, elle, qui vous a fait souffrir? Oui, il faut dire que tous les deux, on a vécu une expérience de vie religieuse auparavant. Donc, au départ, d'une certaine manière, on avait accepté de ne pas avoir d'enfant. Bon, en se mariant, bien sûr que non. En se mariant, on souhaitait avoir une famille nombreuse. Mais moi, j'ai tout de suite pensé à l'adoption, en fait. Dans un premier temps. Et votre femme n'était pas forcément... Non, elle n'était pas favorable. Il lui a fallu beaucoup de temps avant qu'on commence les démarches d'agrément. Alors, Véronique le dit dans le reportage, l'impossibilité d'avoir un enfant venait de vous, de votre côté. Est-ce que vous vous êtes senti coupable? C'est un sentiment qu'on ressent ou pas? Moi, je ne parle pas de culpabilité en ce qui me concerne. Oui, le problème vient de mon côté, mais... Vous l'avez vécu comme une épreuve à deux, en fait. Voilà. Tout à fait, oui, comme une épreuve à deux. Catherine Bergeret-Amsalek, comment l'homme et la femme vivent-ils chacun cette épreuve? C'est très différencié entre l'homme et la femme? Bien sûr, parce qu'une enfant... Enfin, une femme est censée porter le bébé dans son ventre, dans son corps. Un homme le porte, et dans sa tête, alors qu'un homme ne le porte que dans sa tête. Donc en effet, pour une femme, je pense que la blessure est plus charnelle. C'est pourquoi Véronique parlait des entrailles. Et c'est très important parce qu'elle a à se prouver quelque chose que ce que sa maman lui a transmis, c'est-à-dire ses ovaires, son utérus, vont pouvoir fonctionner. Ça, c'est le désir d'être enceinte et rempli. Et après, il y a le désir d'un enfant, d'un homme. Pour un homme aussi, c'est tout aussi une blessure physique. Et on voit aussi que dans le chagrin des hommes, ils ont des troubles bien comparables à celui des femmes, notamment des somatisations, notamment beaucoup de choses. Donc au fond, c'est une blessure existentielle pour les deux, bien sûr. Est-ce que vous pensez que cette blessure est vécue plus douloureusement aujourd'hui, à notre époque? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un acharnement thérapeutique qui fait que... Alors là, je ne prends pas position, je ne suis pas pour ou contre l'assistance médicale à la procréation parce que j'accompagne des couples, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là quand même pour constater une sorte de course à l'enfant comme un bien de consommation à tout prix, exactement. Et qu'aujourd'hui, si on est infertile au bout de à peu près 1 an sans contraception,
tout de suite, on est pris dans une prescription avec une escalade procréatique. On ne donne pas le temps au couple de se poser et de réfléchir au sens d'une infertilité. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'infertilité. Elle peut être biologique, bon, physique, si on a été opéré, qu'on n'a pas d'utérus, pas d'ovaire ou des spermatozoïdes plus ou moins en bonne santé. Cela dit, ce n'est pas une fatalité. Un homme peut avoir un spermogramme qui n'est pas de bonne qualité à un moment donné parce qu'il est en deuil ou qu'il a subi quelque chose, enfin un traumatisme. On fait le spermogramme 1 ou 2 ou 6 mois après, il n'est pas du tout de même nature. Hein. Donc vous savez, les choses ne sont pas là une fois pour toutes. Bon. Donc si vous voulez, il ne faut jamais dire jamais. Hein, et en tout cas se donner un temps pour explorer ce qui se passe. Parce qu'un homme ou une femme, à partir du moment où il y a désir d'enfant, la femme est en maternalité, le père est en paternalité. C'est-à-dire que la naissance d'un père, la naissance d'une mère, c'est plus que de faire un bébé. C'est à partir du moment où on désire un enfant, un homme comme une femme entre dans une sorte de crise existentielle où ils sont renvoyés à leurs propres parents, à la question des origines, du sexuel et de la mort. Et on est travaillé par ça. Et on se dit, quel sens à ma vie? Pourquoi je veux faire un bébé? On essaye de se projeter dans l'avenir et ça réveille beaucoup de choses. Tout, parfois évidemment peut-être des difficultés pour que ça... Exactement. Et selon notre histoire passée, et voir l'histoire des générations antérieures, selon les traumatismes qu'on a eus, ça peut bloquer. Et parfois, au bout d'un temps de réflexion, où on se pose, on va voir un psy, où on parle et où on se laisse aller, on s'aperçoit justement que les choses se débloquent, notamment une démarche d'adoption au moment où l'agrément est accepté, comme par hasard, la femme attend un bébé. Pourquoi? Parce que ça restaure chez elle un passeport pour la féminité avec des feux verts que la maman est censée avoir donné aux différentes étapes clés de la vie. Et comme quand on fait un agrément, on est vu par des psychologues, on est jugé apte, le fait de s'entendre dire « vous êtes capable », ça restaure un narcissisme qui était blessé, comme par hasard, le bébé se fait. Enfin, il peut y avoir mais ce n'est pas une voie unique, on peut très bien des choses très profondes, devenir parent sans avoir d'enfant. Ça, c'est important. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. Les couples chrétiens, Eric, est-ce que vous pensez qu'ils vivent cette épreuve de façon particulière? Parce qu'on entendait dans le reportage de Frédéric la question effectivement de la position de l'Église. Comment vous percevez cette chose pour les couples chrétiens? Oui, spécialement dans l'Église catholique, il y a vraiment une valorisation de la famille nombreuse. Et quand on est catholique pratiquant, on fréquente beaucoup de familles nombreuses. Et c'est encore plus difficile parce que du coup, d'autant plus que la bénédiction du Seigneur dans la Genèse, c'est vraiment croissez et multipliez. C'est presque une injonction, c'est un devoir. Et ne pas avoir d'enfants, c'est presque une malédiction. Donc vous l'avez ressenti, vous, un peu comme ça? Ah oui, tout à fait. On l'a beaucoup ressenti comme ça et ça nous a obligés à plonger dans les textes de l'Église, des pères de l'Église. Nous sommes même allés voir chez les orthodoxes qui ont une spiritualité de la famille beaucoup plus développée que nous, spiritualité du couple, et ça nous a beaucoup aidés. Catherine Bergeret-Amselec, revenons un peu au travail que vous faites auprès de ces femmes qui sont dans l'attente. Comment vous les accompagnez? Je les écoute, je leur dis, écoutez, si elles veulent faire un protocole par exemple, je leur dis, écoutez, ça serait bien que vous ne fassiez pas de démarche pour l'instant. On se donne en général 6 mois pour voir si, en se laissant aller, en analyse, puisque c'est quand même un travail analytique avant tout. Je les revois après si le bébé arrive et même s'il ne vient pas. Ça se poursuit. Et donc, au fond, elles sont dans cette crise existentielle dont je vous parlais. Et donc, il y a déjà des portes qui s'ouvrent avec un retour du refoulé et beaucoup de matériel qui se livre dans les rêves, dans les comportements. Et en parlant, elles me parlent très vite de leur mère en général, les femmes, dans ces cas-là. Et les hommes de leur père d'ailleurs, parce qu'ils sont renvoyés à leur propre père. Et souvent, on dénoue des conflits psychiques, enfin, elles dénouent. Et parfois, justement, ça fait de la place à ce bébé potentiel. Et on voit très souvent qu'une ambivalence très forte qui s'adresse à la mère de l'adolescence et tout ce qui transitait dans les tout premiers temps, lors des premiers corps à corps avec la mère, c'est à cet instant-là que la crypte s'ouvre, si j'ose dire, la crypte de la mémoire du corps, c'est-à-dire toute l'histoire des générations que la maman et aussi le père transmettent quand ils touchent, quand ils portent, quand ils bercent l'enfant. Eh bien, elles sont dans cet instant-là en ébullition déjà.
Et il y a des choses qui sont passées, qui remontent à la surface. Parfois, on s'aperçoit qu'un traumatisme chez une grand-mère, un bébé mort dans la lignée, fait que ça bloque. Donc, elles essayent de renouer avec une féminité blessée. Et puis, parfois, elles sont amenées à aller vers des protocoles d'assistance médicale à la procréation. Il y a des équipes qui se travaillent très bien. Il y en a d'autres qui travaillent moins bien. Alors, parmi celles qui travaillent bien, il y a des gens qui savent écouter, entendre, avec par exemple, la consultation de Paul Atlan, qui est une consultation dont je vous parlais hors antenne, éthico-religieuse à Antoine Béclair à Clamart, qui peuvent faire que des couples qui sont dans une certaine croyance peuvent justement être pris dans un conflit qui se rajoute bien sûr sur ce parcours, et ils peuvent évidemment consulter cette personne et faire grandir en eux leur désir d'enfant, parfois dénouer des conflits, parfois appliquer la religion autrement aussi. Il y a différentes façons de pratiquer.